Matelot, garde à vous! Un repos. J'ai eu la chance de beaucoup jouer à Dune Awakening, vraiment beaucoup. Je suis à plus de 400 heures de jeu, et cette vidéo elle est là pour les joueurs inquiets, elle est là pour les joueurs qui se demandent si le jeu vaut le coup, elle est là pour ceux qui se demandent si l'univers est bien respecté, si le gameplay est bon, ou si c'est juste un jeu de survie à la con qui a un skin Dune. Je vais vous répondre, je vais expliquer mon ressenti. Après donc des centaines d'heures de jeu, j'ai exploré de fond en comble le jeu, j'ai fait quasiment toutes les quêtes. J'ai exploré toutes les zones et je vous le dis, c'est du lourd. On va commencer par l'univers. Je suis un gros fan des livres Dune, je suis un gros fan des films de Villeneuve et je vous affirme, l'univers est respecté, que ce soit dans les livres ou dans les films. Il y a plein de petites références subtiles, je trouve que l'écriture est extrêmement bonne, il y a énormément de références, l'histoire est intéressante. Elle pose des vraies questions. C'est un univers alternatif qu'on nous propose de suivre, à savoir si Dame Jessica n'avait pas donné naissance à Paul Atreides, mais plutôt à Aris Atreides, donc une fille, en respectant les préceptes de son ordre. L'attaque contre les Atreides par les Harkonnen et les Sardaukar a été évitée de justesse. Donc il y a une guerre des assassins sur Arrakis. Et c'est une timeline alternative qui est franchement intéressante. L'histoire est bien écrite, l'histoire est bien faite. C'est fait aussi parfois avec un humour qui est assez bienvenu dans l'univers de Dune, mais pas un humour la Marvel un peu débile, non, non, un humour parfois un peu grinçant, un peu acide, un peu méta. Et je trouve que l'écriture est vraiment prenante. C'est un jeu qui est narratif tout en ayant une narration qui est en retrait. Ça reste un MMO social, donc enfin un MMO à but de survie. Et vous avez des grosses mécaniques sociales, mais quand même, le côté narratif n'est pas laissé en reste. C'est pas comme dans certains jeux où il n'y a pas de narration et c'est juste des quêtes FedEx à la con. Le PNJ te dit va taper 10 loups, tu reviens, oh va taper 25 loups. Non, non, les quêtes sont intéressantes. Toutes les quêtes proposent un contenu narratif intéressant. Et c'est pas juste voilà, des petites quêtes FedEx. Je trouve que l'histoire est vraiment cool à suivre, surtout qu'on suit, donc on essaie de retrouver les Fremen. Les Fremen ont disparu, les Fremen ont été exterminés par les Sardaukar, semblerait-il, même si pour les vrais connaisseurs de Dune, vous savez que l'hémisphère sud n'est pas forcément ce qu'on croit et que la guilde spatiale a peut-être des liens opaques, occultes avec les populations des hémisphères sud. Le jeu parle aussi d'écologie et il en parle plutôt bien. Il y a des réflexions intéressantes, il y a vraiment des choses qui sont. Je vais pas encore une fois divulgacher dans cette vidéo, c'est garanti sans spoil et sans gluten. Toujours est-il que le jeu est bien écrit, vraiment. Il y a plein de petites références évidemment, parfois subtiles, parfois moins subtiles. Le jeu est aussi beau et immersif. Voilà, vraiment, Arrakis, c'est un rêve de pouvoir l'explorer. Et le rêve est réalisé. Là, vous avez une direction artistique qui est vraiment superbe. Le jeu est magnifique, il tient bien, il est bien optimisé, relativement bien. Les jeux de lumière sont assez fous. Les paysages sont bien faits. Le son est pixel, incroyable. Vraiment, le son, ils ont fait un devlog sur le son pour vraiment expliquer comment ils l'ont fait. Et c'est vraiment déjà euh, instructif et en plus on voit qu'ils ont vraiment mis les moyens, le paquet. Tu sens qu'ils ont pris soin de ce jeu, ils l'ont poli à mort. À la base, le jeu il devait sortir avant la sortie du premier film Dune et ils l'ont beaucoup repoussé, pas parce que c'était une galère de prod, mais parce que ils ont vraiment voulu faire quelque chose de bien et ça se sent. Je vous le dis, au vu des heures de jeu que j'ai, ça se sent. Sachant qu'on a aussi beaucoup de variété dans les environnements. Tu te dis Arrakis c'est que du sable, ça va être chiant. Mais en fait non. Parce que déjà vous avez plusieurs types de déserts. Vous avez une zone avec des cactus, beaucoup avec une certaine végétation, des canyons, une zone plus biome mesa de Minecraft, des zones déserts, des zones rocailleuses. Donc il y a une légère diversité, mais en plus vous avez les épaves écrasées et vous avez les stations écologiques impériales qui sont des opportunités pour les développeurs de changer complètement les choses parce que donc une épave de vaisseau écrasé c'est un environnement beaucoup plus fermé, beaucoup plus urbain, etc. Et même les stations de test impériales, déjà c'est incroyable en termes de lore et en termes d'univers, de background, mais surtout ils peuvent jouer avec le fait que les stations impériales jouent avec l'humidité, ont des paramètres d'humidité et de d'eau et de température. Et du coup, vous avez des stations qui sont des environnements glacés, par exemple. Vous avez des stations qui sont des environnements jungle. C'est des petits donjons avec des biomes complètement différents. De même, vous avez aussi des usines sur Arrakis. Donc là, c'est des biomes encore différents. Donc ils ont vraiment amené une diversité tout en respectant l'univers avec une variété. Et en parlant de variété, on va parler un peu du gameplay. La boucle du gameplay n'est pas redondante. C'est une boucle de gameplay qui est bonne et qui n'est pas chiante, qui n'est pas répétitive. Il y a de la variété, il y a de la subtilité, il y a beaucoup de profondeur. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que
Le jeu est profond. Pour maîtriser son système de combat, il faut vraiment passer, je vais dire, des centaines d'heures parce que vous commencez à comprendre comment ça marche, mais très vite, vous avez les différentes classes, donc Bene Gesserit, Swordmaster, Mantad, Trooper, Planétologiste. Et donc, selon les compétences, les nouvelles compétences de combat vont tout changer et ça se débloque lentement. Donc, vous devez d'abord vous débloquer les compétences un peu au fur et à mesure, mais ensuite, vous pouvez gérer différents builds. Vous ne les avez pas accessibles dès le début, il faut faire une quête avec un entraîneur, donc et les entraîneurs sont répartis dans le jeu, essaimés dans le jeu. Donc au début, vous commencez avec la quête du soldat, la quête du trooper donc, et la quête du planétologiste. Ensuite, vous découvrez le mentat, et là, ça donne une nouvelle dimension au jeu. Le mentat amène différentes compétences de poison, d'assassinat, de tir à distance, etc. Donc le gameplay change un petit peu, vous pouvez rajouter des choses pour changer. Et ensuite, vous avez donc le Swordmaster, le maître d'épée, et le Bene Gesserit, qui rajoutent encore des compétences. Et quand vous arrivez en endgame, il y a tellement de compétences que vous pouvez faire plein de builds différents et jouer de façon complètement différente au jeu. Et là, on ne parle même pas du PVP qui rajoute cette dimension. Donc là, c'est un duel en 1v1 contre l'adversaire avec donc un mix de différentes compétences et donc un combat, bah, le PVP c'est relativement infini hein, comme manière de combattre, il y a une méta, il y a du theorycraft, il y a des façons de jouer, des astuces, euh, des, euh, des tips, etc. Mais en plus de ça, vous avez l'équipement qui rentre en compte et l'approche qui rentre en compte. C'est-à-dire que si vous jouez sniper, si vous jouez fusil d'assaut, si vous jouez corps à corps, ça ne sera pas du tout la même chose. Et vos compétences vont aussi le refléter. Mais également l'approche, vous pouvez attaquer subtilement, vous pouvez y aller comme des gros bourrins, vous pouvez y aller avec une approche mécanisée, les véhicules sont aussi offensifs. Vous pouvez y aller plutôt sniper, plutôt corps à corps, fusil d'assaut. Enfin, il y a vraiment plein d'approches. Et donc, je vous le dis, en 400 heures de jeu, je n'ai pas encore exploré à fond le système de combat. Il y a plein de choses qui sont encore à faire, à découvrir, à tester. C'est vraiment un jeu qui est d'une profondeur énorme. De plus, le farm est social et amusant. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc avec le buggy et le tie ray, donc le laser de récolte des ressources. Et quand vous faites de la récolte en buggy, vous êtes avec votre pote et vous vous farmez à deux. Lui, il conduit. Moi, je suis sur la tourelle de minage laser. Je zappe sur les ressources et elles se mettent dans l'inventaire. Et donc, c'est une manière de rendre ça moins chiant. Parce que vous parlez à votre pote, en fait. Vous discutez, vous racontez vos conneries et en même temps, vous farmez. Pour ceux qui sont inquiets, le jeu est en excellent état. Au niveau des bugs, au niveau de la qualité des serveurs, au niveau des finitions, le jeu est fini, ils n'ont pas de honte à avoir. Et même Dune Awakening met la pâtée à pas mal de AAA sortis ces dernières années, qui sont sortis dans un état désastreux, catastrophique. On pense donc aux jeux d'Ubisoft, mais pas que, hein, pas que. Là, pour le coup, ils veulent vraiment faire un bon lancement. Ils ont aussi beaucoup appris des erreurs de New World et de son lancement catastrophique au niveau de la quantité de serveurs. Et on a un gros suivi des devs qui sont très impliqués auprès de la communauté. Le jeu est fini, le jeu il est propre, il sort, il est bien opti, il n'y a pas de gros problèmes, il ne manque pas de contenu. Et tout ce qu'on a fait pendant les différentes bêtas, sachez qu'ils ont rajouté encore du contenu. Ce que vous avez fait pendant la bêta ouverte, vous pensez avoir fait les deux premières zones, mais non, en fait, il y a du contenu en plus qu'ils ont rajouté. Donc il y a plein de choses à faire, vraiment énormément. En plus, leur modèle économique est relativement cool. C'est juste, t'achètes le jeu, pas d'abonnement, pas de microtransactions, pas de pay to win, pas de passe de combat, etc. Évidemment, il y a des points négatifs. Déjà, il faut quand même savoir que je suis un joueur lent. Tout ce que je dis, ça vient d'un joueur lent. Alors, j'ai fait toutes les quêtes, j'ai fait tous les entraîneurs, j'ai fait énormément de choses, mais je reste un joueur très lent. Et en 400 heures de jeu, j'estime avoir bien récuré la première zone, retourné chaque caillou, avoir totalement exploré. Je me suis pas cantonné qu'à la première zone, hein, je me suis baladé partout, mais j'estime avoir fait voilà, à fond la première zone et avoir exploité tout ce qu'elle avait à offrir. Sachant que dans les zones du jeu, il y en a beaucoup plus, hein. Il y a la première, donc le bassin de Haga Sud. Il y a la vallée du Vermilius, la faille de Haga, les frites de Jabal. Vous avez aussi le bouclier, donc Shield Wall, le mur de bouclier. Vous avez Ohodam, vous avez Mizadaril et Sheol. Donc il y a 8 zones. C'est assez énorme. Et donc j'estime en 400 heures de jeu avoir fait bien la première. Été un peu sur toutes les zones, mais avoir vraiment bien fait la première. Beaucoup la deuxième, mais pas tant que ça finalement. Il y a des donjons que j'ai pas eu le temps de faire, etc. Parce que je prends le temps. Je suis un joueur très chill. Je suis un joueur très lent. Mais bon, il y a quand même des points négatifs à ce jeu. Pour moi, il n'y a que 3 points négatifs. 3 gros points négatifs. Déjà, le système de combat parfois est relativement brouillon. C'est hérité de Conan, pareil pour l'escalade. Je sais pas si c'est parce que je suis nul, ça doit jouer, mais le système de combat est quand même assez brouillon. Parfois, tu tapes dans le vide parce que le lock des ennemis ne se fait pas.
Parfois la parade, tu penses que t'as paré, mais en fait t'as pas paré. Enfin, c'est un peu bizarre, même si le combat reste très sympathique. Et une fois que tu commences à le maîtriser, tu subis beaucoup moins. Au début du jeu, tu subis, hein, que ce soit de la survie, tu crèves de soif en permanence, et même le système de combat, il est particulier. Tu peux pas faire du 1v5 comme un Mongol. C'est vraiment une danse, en fait, il faut timer les ennemis. Le 1v5, tu dois le transformer en 1v1, v1, v1, v1. Et une fois que tu as compris comment ça marchait, ça va un petit peu mieux. Parce que tu arrives et le but, donc tu jettes une grenade pour stun un ennemi, tu utilises ton grappin pour en ralentir un autre, tu t'essayes de tuer le premier avant que le deuxième arrive, etc. etc. C'est de la danse, c'est du placement. Dune Awakening est un jeu de placement. Une fois que tu l'as compris, c'est un peu mieux, mais les combats restent relativement brouillons. Pour moi, le plus gros point négatif, c'est l'user interface et l'user experience. C'est basé pour la console et c'est insupportable. Le journal de quête, il est mais mal fait, mais c'est dégueulasse. Euh, c'est la navigation est bizarre. Je dis pas que les quêtes sont mal faites, je dis juste que l'interface et l'expérience, c'est très compliqué. Vous avez plein de petits grains de sable dans la machine. Au niveau des menus de construction, à une période, il n'y avait pas le l'AZERTY. On a dû gueuler auprès des devs pour dire, mais rajoutez l'AZERTY. Euh, Il y a vraiment plein de choses, plein de petits grains de sable qui peuvent se mettre dans le rouage. Et ça peut être assez compliqué. Et surtout, cette interface qui est faite pour console, c'est relativement insupportable. Maintenant, un truc qui est chiant, mais ça c'est plus pour les roleplayers, c'est le manque de vie. Et là, je vais me baser sur la référence que j'ai, à savoir Fallout 76. Dans Fallout 76, vous jouez dans un monde post-apo, mais où il y a quand même des marques de vie civile et de vie réelle. C'est-à-dire que vous avez des magasins, vous avez des PNJ, vous avez la laiterie des vaches tachetées, vous avez plein de petites zones assez intéressantes où vous pouvez aller. Il n'y a pas forcément grand-chose à faire, mais c'est là, c'est présent, ça s'ancre dans l'univers. Typiquement, vous avez 2-3 PNJ qui vivent dans une maison. Ils vont pas vous donner de quête, mais ils sont là. Dans Dune Awakening, c'est extrêmement utilitaire. Vous n'avez pas de PNJ non hostiles qui servent à rien. Vous avez des camps que vous pouvez aller taper du mob là-dedans. Mais vous n'avez pas, par exemple, une patrouille Atreides qui se balade. Vous avez très peu de choses non hostiles qui, entre guillemets, ne servent à rien. C'est pas paraît bizarre comme critique, mais vous avez peu de présence. Par exemple, vous n'avez pas un moment une tente, un petit feu de camp avec 2-3 PNJ qui ne sont pas hostiles. Les feux de camp, les PNJ sont automatiquement hostiles. Vous n'avez pas d'habitants civils qui se baladent sur Arrakis. Donc le peuple des Creux et des Sillons. Vous avez deux villes, bien sûr, mais vous n'avez pas vraiment d'autres zones où il y a un peu de vie non hostile. Ça manque un peu à ce niveau-là, mais c'est un défaut relativement mineur. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à rejoindre le Discord français de Dune Awakening où il y a déjà plus de 1000 joueurs, bientôt 1500. N'hésitez pas à rejoindre la maison Exupéry pour servir le petit prince si jamais vous voulez faire du roleplay. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Rompez.